L'un des engagements les plus significatifs dans la politique étrangère russe de ces dernières années a été la proclamation d'un retour à l'Afrique. Pendant 3 décennies, la Russie a décidé de renforcer les liens établis pendant l'époque de l'Union soviétique et accroître désormais sa présence économique et politique. Le moment décisif a été le sommet Russie-Afrique de 2019 à Sochi, auquel ont participé les représentants des 54 pays du continent, dont 43 chefs d'État. Le tournant qui s'est produit est tout à fait conforme à la logique de la politique étrangère russe, à savoir le désir de renforcer la position d'un centre de pouvoir indépendant dans un monde multipolaire, ainsi que de promouvoir la formation d'un ordre mondial démocratique polycentrique. Le désir de la Russie de jouer un rôle de premier plan en Afrique est renforcé par les réalisations de Moscou au Moyen-Orient. Les succès en Syrie, le renforcement qualitatif du partenariat avec l'Égypte et la participation accrue aux affaires libyennes ont ouvert les portes de l'Afrique. Ils ont vu en Russie un acteur qui n'abandonne pas ses alliés et ses amis, qui peut contribuer à renforcer sa souveraineté, à diversifier sa politique étrangère, qui évite de devenir dépendant d'autres acteurs extérieurs ou de l'affaiblir, et qui ne s'efforce pas et n'a pas les ressources nécessaires pour s'établir en le Moyen-Orient et la propre hégémonie de l'Afrique. Ici, comme là-bas, la Russie agit de manière autonome sans se concentrer sur aucun autre acteur international. Pour les autorités russes, il ne s'agit pas d'un retour de la Russie au rôle de l'Union soviétique que l'Union soviétique jouait sur le continent africain. Aujourd'hui, la Russie essaye de ne pas considérer l'Afrique comme une arène de compétition avec les États-Unis ou d'autres centres de pouvoir hostiles, et la politique dans cette région n'est pas considérée comme un élément d'un jeu mondial à somme nulle. Elle est déterminée avant tout par des considérations liées à l'établissement de relations de la Russie avec les pays africains eux-mêmes, qui ont une valeur indépendante, ainsi que par les avantages économiques et politiques qui peuvent en découler. Tout d'abord, le potentiel du continent en tant que marché de biens et de services est très demandé en Russie. Utiliser l'Afrique comme monnaie d'échange dans une confrontation avec d'autres acteurs internationaux affaiblirait très probablement la position de la Russie sur le continent, qui ne serait pas considéré comme un partenaire sérieux et fiable. Les pays africains ne veulent pas se laisser entraîner dans une rivalité entre grandes puissances et encore moins s'unir pour s'opposer à l'autre. La deuxième édition du sommet Russie-Afrique en juillet 2023 était devenue lui aussi un moment clé pour les relations russo-africaines. Vladimir Poutine avait alors promis une aide gratuite en céréales à 6 pays africains d'un volume total de 200 000 tonnes. Durant la période de 2023-2024, le Mali, le Burkina Faso, le Zimbabwe et l'Érythrée ont reçu chacun 25 000 tonnes de céréales russes. La Somalie et la République centrafricaine se sont vues offrir 50 000 tonnes chacune. Toutes les promesses faites par notre président lors du 2e sommet ont été pleinement tenues, a déclaré le 19 juillet l'ambassadeur itinérant du ministère russe des Affaires étrangères, Oleg Ozerov. À propos du commerce, la Russie souhaite vendre à l'Afrique des biens et des services dont la production s'inscrit dans les domaines prioritaires du développement économique, à savoir l'énergie, les céréales et produits alimentaires, les armes, les logiciels, les médicaments et les équipements, les services éducatifs et médicaux, de sécurité et autres. Le marché africain est déjà important pour une large gamme de produits fabriqués en Russie. En effet, en 2020, pas moins de 37% des exportations russes de céréales, une part importante des exportations de graisse et d'huile végétale, d'huile automobile, d'appareils optiques et de produits imprimés ont été destinés à l'Afrique. Ainsi, comment les États africains devraient-ils coopérer entre eux et avec des partenaires internationaux comme la Russie, la Chine, l'Inde et l'Iran, prêts à s'investir réellement et massivement dans le continent pour changer la donne par rapport à la situation héritée des décennies de néocolonialisme occidental? Tous les développements
sur toutes ces questions fondamentales dans quelques instants avec mon invité, le docteur Denis Andreevich Dekhterev, professeur et chercheur principal en sciences politiques au Centre d'études des problèmes de l'économie de transition de l'Institut d'études africaines de l'Académie des sciences russes à Moscou. Denis Andreevich, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Bonjour Kamal. La première question, donc après tout le topo que j'ai essayé de faire dans l'introduction de ce sujet, l'Afrique est l'une des régions du monde qui connaît la croissance la plus rapide actuellement. Le PIB total du continent en termes nominaux a augmenté au cours des années 2010 de 150% et a atteint 2400 milliards de dollars en 2019. La principale raison des taux de croissance relativement élevés réside dans les changements structurels de l'économie et des facteurs démographiques. Jusqu'à 12 millions de jeunes entrent sur le marché du travail. Chaque année, l'urbanisation se développe rapidement et au cours des quelques prochaines années, la part de la population urbaine du continent augmentera de 40 à 50% selon les projections. Alors, Denis Andreevich, quelle stratégie la Russie devrait-elle mettre sur pied pour avoir une place de choix dans ce marché africain? Et comment jugez-vous sa politique actuelle? Merci beaucoup pour votre question, Kamal. La Russie se positionne comme un fournisseur de sécurité multidimensionnelle. Cela veut dire sécurité militaire, alimentaire, énergétique, informatique. Cependant, même pour un pays aussi grand que, par exemple, la Russie ou comme Chine, c'est vraiment très difficile d'atteindre le statut de souveraineté totale. Par exemple, qu'est-ce que Chine a fait? Ces dernières années, ils ont lancé le concept de double circulation. Oui. Donc, pour la plupart des pays africains, y compris les États du Sahel, Mali, Burkina et Niger, l'obtention d'une véritable souveraineté nationale par leurs propres moyens, c'est une tâche vraiment difficile. Si on voit leur potentiel économique, c'est à peu près 158 milliards de dollars. PIB, produit intérieur brut, oui. Et population environ 60 millions d'habitants. C'est pas beaucoup. Donc, pour un territoire énorme comme celui du Sahel. Oui, le territoire, oui, c'est 50% du territoire de Kavas. Oui. C'était. Oui, mais la nouvelle génération de dirigeants africains est venue. Ils ont créé l'Alliance des États du Sahel. Et tout ce fait, ils laissent espérer, ils nous donnent l'espoir que ce modèle de développement dépendant centre-périphérique sur le continent, qui a été imposé d'une manière, je voudrais dire, irréversible dans les années 80, après le programme d'ajustement structurel par les instituts de Bretton Woods, peut être révisionné. Oui. Révisé, peut-être. Oui, peut être révisé, oui, peut être mise en question. Oui. Mise en question, oui. Mais pour cela, il faut utiliser le concept qui a été élaboré dans les années 80, même 70, c'est autosuffisance collective. Concept d'autosuffisance collective. Donc, il y a plusieurs décennies que ce concept a été créé. On a utilisé ce concept tout d'abord à Burkina. C'est Thomas Sankara qui a fait ça. Et puis, c'est Julius Nyerere à Tanzanie qui a fait ça. Et donc, il y a 3 niveaux de ce concept. C'est tout d'abord ce niveau local. On fait autosuffisance au niveau local. Dans les pays africains, c'est le niveau de commune.
comme ça. Et ce que Thomas Sankara a fait, il a élaboré le modèle de commune modèle. Qui remplaçait un certain nombre de fonctions sociales importantes. Puis le second niveau, c'est le niveau national. Le niveau de l'État, mais ça doit être l'État fort. Parce que, à vrai dire, l'État fort dans les pays africains a presque disparu dans les années 80. Après ces réformes, les ajustements structurels de FMI, oui, de la Banque mondiale. Oui. Et puis, ça doit être un troisième niveau, niveau régional. Si on regarde le concept régional qui a été élaboré par exemple, Galtung, Johannes Galtung, économiste, chercheur norvégien, et puis Samir Amin. Oui, l'Égyptien. Il est l'Égyptien, oui, mais il a passé presque toute sa vie à Dakar. Donc, comme je dis, il a dissolu dans l'Afrique subsaharienne. Oui, il était l'Égyptien, mais il a présenté tous les rêves de l'Afrique subsaharienne, toutes les aspirations. Donc, Galtung, il a parlé de 3 niveaux régionaux. Sous-régional, régional et le niveau de l'ensemble du tiers-monde. Dans les conditions contemporaines, on peut parler de 2 niveaux. Oui. Le premier niveau, c'est l'Alliance des États de Sahel, oui, c'est comme sous-région. C'est pas ECOWAS, c'est l'Alliance des États de Sahel. Et l'autre niveau, c'est pas même le niveau de l'Union africaine, mais c'est, j'espère que dans quelques années, il aura le cas comme le second niveau, mais c'est le niveau du monde non occidentaux. Les pays le Sud global. Oui. Les pays. Quand on parle du Sud global, je n'aime pas trop parler du Sud global. Pourquoi? Parce que d'abord, il y avait le concept de tiers-monde. Et puis, dans les années 90, on a changé ça à Sud global. À mon avis, Sud global, il n'y a pas de ce qu'on appelle agence oui, africaine. Parce que si on parle des pays non occidentaux, c'est la Russie, c'est la Chine, c'est déjà beaucoup plus fort que pays du Sud. Comme ça. Mais c'est tout d'abord tel pays comme la Russie, la Chine, Turquie actuellement, Iran et quelques autres pays. Donc ça, c'est le troisième niveau de ce concept d'autosuffisance collective. Donc, s'il y a quelques problèmes, et pour Burkina, par exemple... Donc, dans ce cas-là, de ce que vous venez d'expliquer, comment serait le rôle de la Russie? Donc, le rôle de Russie, c'est de favoriser l'implication pratique de ce concept-là, autosuffisance collective. Oui, donc, encore une fois, au niveau de base, au niveau de commune, au niveau national, puis au niveau de l'Alliance des États de Sahel, par exemple, il y a quelques problèmes de sécurité alimentaire. Quelque chose on peut résoudre au niveau de Burkina. Ou, par exemple, un problème énergétique, oui, du pétrole. On a du pétrole au Niger. Oui, mais il n'y a pas de pétrole au Mali, au Burkina. Oui, donc, on peut résoudre le problème du pétrole au niveau de l'Alliance. Mais il y a d'autres problèmes qu'on ne peut pas résoudre même au niveau de l'Alliance des États de Sahel. Et ici, on a encore un niveau qui comprend aussi la Russie. C'est ça? D'accord. Alors, le total des importations de biens et services des pays africains pour la décennie 2010-2019 s'élevait à environ 7 400 milliards de dollars. Des pays représentaient 69% des importations, dont l'Afrique du Sud 16%, l'Égypte 10%, Nigeria 9%, l'Algérie 8,5%, le Maroc 7%. Et les 5 seconds, qui représentaient environ 19%, sont l'Angola, la Libye, la Tunisie, le Ghana et le Kenya. Et compte tenu donc
du taux de croissance, les 5 marchés suivants seront également importants dans les années à venir. L'Éthiopie, à savoir l'Éthiopie, la RDC, c'est la République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire, la Tanzanie, enfin le Mozambique. Alors, quels sont, ou quel secteur, dans quel secteur et à quelle hauteur la Russie a-t-elle pris part au marché africain donc, durant cette décennie? Et puis, dans les prochaines années, quels sont aussi les domaines où les entreprises russes pourraient devenir leaders en Afrique et comment accompagner leur développement sur le continent? Vous avez raison, la coopération de la Russie avec les pays africains s'est en effet développée activement ces dernières années et avec un chiffre d'affaires déjà dépassant le 20 billions de dollars. Oui. Et je suis sûr que ce chiffre continuera certainement à croître si l'on juge par tous les efforts que nous voyons déployés par tous les ministères et l'entreprise russe. Oui. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui travaillent dans les ministères, dans le business russe. Oui. Donc, de nombreux hommes d'affaires russes, ils prennent des risques. Ils prennent des risques, se rendent de plus en plus souvent en Afrique et ils voient des opportunités pour leurs entreprises. Et on peut dire qu'on assiste actuellement à une essor de l'art, de la culture, de l'éducation africaine en Russie. Maintenant, s'impliquer dans l'Afrique, aujourd'hui, c'est à la mode, c'est prestigieux, oui, élégant et c'est bien sûr prometteur. Oui. Vous parlez de secteurs, mais les secteurs sont les mêmes. Oui. C'est tout d'abord le secteur de sécurité, puis c'est alimentaire, énergétique, informatique. Si on parle de secteur alimentaire, vous avez parlé par exemple de l'aide alimentaire, mais là on doit coopérer d'une manière multidimensionnelle. Cela veut dire pas seulement l'aide alimentaire, mais les technologies agricoles, bien sûr. Comme c'est un marché qui se développe rapidement, c'est des pays qui ont besoin à ce qu'on construise des infrastructures. C'est des pays qui ont besoin à ce qu'on leur transfère le savoir-faire industriel et technologique, c'est-à-dire en même temps directement dans les entreprises, mais aussi dans la formation universitaire. Et il y a aussi la question de la prise en charge de la jeunesse. Et donc, au-delà de l'aspect sécuritaire, il y a certainement beaucoup de domaines où la Russie pourrait avoir à aider ou à coopérer avec les pays africains. Au moyen terme, les producteurs africains ne seront pas en mesure de répondre à la demande croissante de produits de base. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure un peu. Et sans parler des besoins de la classe moyenne émergente en produits de qualité. Et puis on a l'utilisation extensive des terres, les problèmes environnementaux et l'accès limité aux technologies agricoles que vous venez d'évoquer, créent également une niche pour l'approvisionnement en produits agricoles. Et à moyen et long terme, les marchés africains les plus prometteurs pour les exportations seront les marchés des projets d'infrastructure, principalement l'électrification et les transports, les matières premières alimentaires, agricoles, les engrais, ainsi que l'éducation, la santé, la numérisation du secteur public, et ainsi de suite, et même les hydrocarbures. Alors, tous ces secteurs-là, ils sont des secteurs vitaux, parce que le continent africain, on peut dire qu'il est actuellement vide, et il n'y a pas beaucoup de développement dans ces secteurs. Alors, quels sont les atouts de la Russie dans ces domaines ? Et comment elle pourrait les optimiser pour établir des partenariats solides avec les pays africains. Et évidemment, gagnant-gagnant. D'accord, merci beaucoup pour votre question. Si on regarde, si on analyse le modèle occidental, c'est tout d'abord l'aide au développement. Et c'est par cet instrument, l'aide au développement, que, comme on dit, la modernité occidentale est imposée. Mais on voudrait présenter la modernité... Mais juste une seconde, c'est que cette aide au développement, tous les Africains ne se font aucune illusion par rapport à ça. Ils savent que c'est une arnaque totale. On s'est moqué d'eux
D'abord, c'est une aide qui est donnée avec l'argent africain, parce que notamment les pays qui sont soumis au franc CFA déposent leur devise en France pour avoir le papier du CFA. Et c'est avec ces devises-là qu'on finance. Et en général, ce sont les entreprises françaises qui profitent en Afrique. Mais tout à fait. Vous savez, à l'époque soviétique, dans la littérature académique, scientifique, le concept d'aide internationale était toujours mis entre guillemets, soi-disant aide. On ne parlait pas comme l'aide, soi-disant aide ou entre guillemets. Donc, les pays occidentaux semblent aider pour, disons, 1 milliard, mais siphonnent les ressources, comme vous avez dit, du pays pour 2 ou 3 milliards. Et ils ont encore le culot d'appeler ça de l'aide. Oui, mais ce n'est pas l'aide du tout, oui. Et ce qu'on a fait avec mes collègues, oui, on a étudié les recherches soviétiques sur le néocolonialisme et ils étaient les plus puissants au monde. Et à mon avis, ils le sont toujours. Donc, on a scanné plus de 50 monographies soviétiques sur le néocolonialisme et les avons placés dans la base de données en libre accès intitulée en russe Études soviétiques sur le néocolonialisme. Et ça, c'est vraiment très, très fort. Oui, c'est recherche. Oui. À mesure que le processus d'intégration donc panafricain et sous-régionaux s'approfondiront, la capacité du marché africain augmentera et son activité pour les exportateurs russes augmentera considérablement après le lancement de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, avec la participation d'autres pays comme la Chine, l'Inde, l'Iran. Alors, je reprends quand même la troisième question. Quels sont les atouts de la Russie dans ces domaines que j'ai cités, des infrastructures et tout, pour optimiser et lancer leur coopération avec les pays africains? Et puis, comment la Russie pourrait mettre à profit ces atouts considérables pour asseoir des relations économiques et des coopérations dans un cadre gagnant-gagnant qui ne soit pas dans les mêmes bottes ou les mêmes chaussures que le néocolonialisme occidental. Merci beaucoup pour votre question. Donc, la Russie doit tenir compte des expériences positives, mais aussi négatives de la coopération de l'Union soviétique avec les pays africains. L'Union soviétique la coopération de l'Union soviétique était davantage orientée vers l'amélioration de la situation socio-économique et le développement du secteur public de l'économie des pays africains. Actuellement, la Russie doit mettre davantage l'accent sur la garantie de la souveraineté réelle des États africains, car c'est extrêmement difficile d'assurer la souveraineté dans les conditions contemporaines. Je peux vous donner un exemple concret. Oui, par exemple, Mali. L'Union soviétique a joué un rôle clé dans la formation du potentiel productif et scientifique du Mali. Et avec le soutien de l'Union soviétique, Mali a créé un certain nombre d'industries. Cela veut dire pas d'usines, d'industrie. Oui, de l'économie. On a mécanisé l'agriculture, on a utilisé le système d'irrigation, c'était l'Office du Niger. Oui. Et on a créé quelques institutions éducatives à Mali. Oui, c'est l'enseignement supérieur, l'enseignement professionnel, etc. Mais dans le même temps, l'accent principal était sur l'amélioration de la situation socio-économique. Mais malheureusement, les tâches cruciales pour le renforcement de la souveraineté réelle du pays n'ont pas été résolues et sont toujours d'actualité. C'est tout d'abord la levée du blocus de transport. Parce qu'on voulait construire le chemin de fer vers Conakry, mais on est toujours là. Il n'y a pas de chemin de fer à Conakry. Il y a un chemin C'est pour désenclaver le pays et lui donner une ouverture sur la mer.
On peut dire que c'est désenclavé parce qu'il y a un chemin de fer à Abidjan, mais en fait, Abidjan est toujours comme une vitrine du capitalisme français en Afrique, en Afrique de l'Ouest. Oui, donc, oui, il y a le chemin de fer, oui, mais c'est toujours difficile à utiliser le port d'Abidjan, oui, donc, et le port de Conakry est mieux dans ce regard. Et puis, les questions de la souveraineté financière, cela veut dire la monnaie nationale. C'était pas résolu même pendant la guerre froide avec l'assistance de l'Union soviétique. Donc, l'Union soviétique a investi des millions pour créer toutes ces entreprises, écoles, etc., mais on n'a pas résolu toutes ces deux questions jusqu'à maintenant. Donc, et bien sûr, quand un pays n'a pas la monnaie, il n'est pas souverain sur sa monnaie, on ne peut pas parler de souveraineté. Il n'y a pas de souveraineté. Oui. Et la plupart des résultats positifs, comme on a déjà dit, y compris qui étaient obtenus avec la participation de l'Union soviétique, ont été réduits à néant à la fin des années 80, lorsque le continent, comme je dis, a été recolonisé par des gestionnaires. Maintenant, ce n'était pas colonisation nationale, oui, c'était les gestionnaires, comme je dis, sans visage. Internationaux. Oui, sans nationaux, oui, de la Banque mondiale, de FMI, oui. Et nous devons promouvoir cette fois-ci des modèles plus durables, comme ça. Et bien sûr, si dans le cadre de la construction d'un monde multipolaire, on a déjà des pôles non occidentaux assez forts, c'est le pôle chinois, le pôle russe, ils ont été déjà constitués. Comme vous avez dit au début de notre émission, oui. Mais la constitution d'un pôle africain souverain est encore à son stade préliminaire. Oui, donc si on va créer des États et des organisations comme Alliance des États du Sahel avec une souveraineté vraiment forte, ils seront les pôles du monde multipolaire. Comment vous voyez justement l'évolution dans cette situation, notamment après le sommet Russie-Afrique de l'année passée? J'apprécie très haut le premier sommet et le second sommet. Oui. Comme j'ai déjà dit, la Russie se tourne vers l'Afrique en tout niveau. Vous savez, quelques fonctionnaires dans le ministère, etc. Maintenant, c'est, je voudrais dire, des milliers de gens en Russie se tournent vers l'Afrique. Donc, le progrès est là, c'est très positif. Pendant 10 ans, j'ai enseigné, j'ai beaucoup de mes anciens étudiants dans les pays africains et beaucoup de gens me demandent tu as quelqu'un à Sénégal, tu as quelqu'un à Côte d'Ivoire, tu as quelqu'un, et je leur donne des contacts et établit des coopérations comme ça. Donc, actuellement, la chose la plus demandée en Russie, ce sont les contacts avec les pays africains. Oui. Le nombre de conflits armés et la superficie des territoires échappant au contrôle des gouvernements reconnus augmentent en Afrique. C'est un problème qui dure depuis des décennies. Alors, on a les principales zones d'instabilité sont le Sahara et le Sahel. C'est aussi la plus grande et la plus connectée, la Libye, la Corne de l'Afrique aussi, et le bassin du Congo. À moyen terme, les plus vulnérables parmi les plus grandes économies sont l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Éthiopie et la République démocratique du Congo. Alors, quel pourrait être le rôle de la Russie, aussi bien en termes politiques que sécuritaires, pour aider à la stabilisation du continent, notamment de ces régions? Quid de l'importance des corridors reliant le Sénégal à Djibouti en transversal et les pays du Sahel au golfe de Guinée via le Togo, le Bénin, le Cameroun et la Guinée équatoriale dans l'instauration de la paix par le développement mutuel. Donc, on a cette région du Sahel ou de l'Afrique de l'Ouest, non seulement elle est déstabilisée, mais elle est aussi le terrain de confrontation des grandes puissances, soit pour le contrôle de ce territoire, soit pour ses richesses,
pour ses richesses. Et aussi, même si on amène des politiques de développement, est-ce que cela vraiment suffisant sans qu'il y ait un apport de point de vue politique pour dénouer beaucoup de problèmes, notamment ethniques et ainsi de suite? Merci pour votre question, Kamal. Vous avez dit pour plusieurs fois les corridors. Moi, personnellement, je ne crois pas beaucoup aux corridors ayant un accès à l'océan Atlantique. Il y a quelques raisons, mais le fait que les Américains ont lancé en septembre l'année dernière, 23, la coopération atlantique. Ça s'appelle la coopération atlantique. La coopération atlantique. Actuellement, c'est quelque chose vague. Oui, donc l'océan Atlantique, c'est notre destin commun, etc., etc. Mais presque tous les États africains de la côte atlantique, à partir du Maroc jusqu'à Angola, ils ont signé cet accord de coopération atlantique, sauf Cameroun, pas encore signé, et République démocratique du Congo. Mais tout le reste, même tous. Maroc, Mauritanie, Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, etc., Côte d'Ivoire, Togo, le Bénin, etc., oui. Et puis, nous savons que deux pays francophones, Togo et Gabon, maintenant, sont les membres de Commonwealth of Nations. Oui, comme ça. Donc, les États-Unis s'efforcent déjà et ils vont continuer cette politique de bloquer l'accès aux infrastructures côtières et aux ports pour les acteurs non occidentaux, surtout dans l'océan Atlantique. Dans l'océan Indien, c'est un peu plus difficile, mais l'océan Atlantique, il essaie de le faire. Et c'est paradoxe, vous avez commencé à parler de géopolitique, mais ce paradoxe, c'est géopolitique classique. En Afrique, nous sommes confrontés à un modèle géopolitique classique. On a nation de la terre contre la nation de la mer. Oui, nation de la terre, c'est de la mer, c'est les pays anglo-saxons, oui, les États-Unis et Grande-Bretagne. Nation de la mer, c'est Russie. Et tous les alliés clés de la Russie, comme les pays du Sahel, les républiques centrafricaines, sont des pays enclavés. Et puis, vous avez demandé à propos de l'assistance, etc. Si on parle de ce concept d'autosuffisance collective, Galtung, il a dit que pour mettre ce concept en œuvre, cette approche, vous devez avoir une certaine intrépidité. Cela veut dire certaines formes spéciales d'attitude brave. Vous ne devez pas être peur, etc. Oui. Mais aussi, vous devez avoir une structure de défense appropriée. C'est ce qu'elle a dit. Et c'est très important tout d'abord pour la mise en place des conditions moins favorables à l'extraction des ressources naturelles. Dans les pays pour les plus grandes multinationales du monde. Par exemple, c'est l'extraction de l'or, ce qu'on a à Mali. Oui, c'est l'extraction du uranium, ce qu'on a au Niger. Et très souvent, pour ces grandes compagnies multinationales, c'est beaucoup plus rentable de changer le régime politique qui sont arrivés au pouvoir de changer ce régime par la force que de tolérer, entre guillemets, une réduction des profits. Et c'est ici que le rôle de Russie est crucial. Mais si vous voulez changer les règles du jeu, même au sein de votre pays,
Vous avez la souveraineté, oui, mais il faut protéger, oui, il faut protéger, il faut assurer la souveraineté, oui. Sinon, ça ne coûte rien, oui. Si vous avez, sinon, vous savez, il y a une discussion entre souveraineté, ça s'appelle souveraineté juridique, ou souveraineté formale et souveraineté politique. Empirique. Souveraineté réelle, oui, empirique. Oui, ça s'appelle empirique, oui. Donc, si vous n'avez pas souveraineté empirique, c'est seulement une souveraineté formale, cela veut dire que vous n'avez pas de souveraineté. Et ce n'est pas un hasard que les dirigeants des 3 États membres de l'Alliance des États du Sahel sont aujourd'hui des militaires. C'est Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Tchiani. Ils ont participé plusieurs fois à des opérations militaires et affronté la mort plus d'une fois. Comme ça, oui. Donc, ils ont cette forme spéciale d'attitude brave. Oui, il ne doit pas être peur de si quelqu'un va faire la pression, etc. Et puis, les structures de défense des pays de l'Alliance des États du Sahel sont en cours de renforcement, y compris avec l'appui de la Russie. Et ils sont conçus pour résister dans un premier temps au assaut du néocolonialisme sous-impérial français. Moi, je parle toujours, quand on parle de néocolonialisme français, j'utilise le concept de sous-impérial. Pourquoi? C'est comme, vous savez, comme le petit frère. Oui? Et il a le petit frère, oui, il est très autonome. Le grand frère, c'est les anglo-saxons. Oui, parce que les Français, ils ont son propre zone d'influence. Comme ça, dans l'Ouest collectif, oui, mais ils sont très, très, très autonomes, etc. Mais c'est comme petit frère. Mais si quelqu'un commence, si petit frère il a des problèmes, il court tout de suite à son frère aîné. Ah, mon frère. Mais monsieur Dekhterev, dans la situation actuelle, parce que effectivement, le système, il est contrôlé dans sa superstructure par les anglo-saxons, notamment par la monnaie. On a la Cité de Londres et Wall Street qui sont au cœur du système, qui contrôlent tout le système. Effectivement, les autres on peut être considérés comme des agents, des vassaux ou des petits frères, parce que déjà eux-mêmes ils sont endettés par rapport à ce système. On prend l'exemple de la France, par exemple. Mais dans cette situation, est-ce que l'idée de corridor interpays, c'est-à-dire qui va lier ces pays, et ces pays ne vont pas attendre à ce que quelqu'un d'autre vienne le faire à leur place. Dans cette attitude, c'est-à-dire dans cette politique qu'ils mènent actuellement pour assurer leur sécurité d'un point de vue militaire et de défense, est-ce que c'est pas nécessaire de faire des corridors qui lient le Mali au Tchad, au Burkina Faso, au Niger, de telle façon à ce que ces pays-là puissent mener des politiques de développement communes? Oui, mais tout à fait, oui. Si on parle de développement réel, de souveraineté réelle, c'est seulement ensemble que les pays du Sahel peuvent faire quelque chose comme ça. Et puis, quand il y avait les premières années de l'indépendance, les années 60, on a eu Kwame Nkrumah et puis Julius Nyerere. Nyerere même, il a proposé de proclamer l'indépendance de Tanganyika plus tard, au lieu de faire l'unification avec Kenya et Ouganda. C'est ça. Et Nkrumah, lui, il comprenait très bien que les pays africains sont la plupart des pays africains sont trop petits pour l'être vraiment des États forts. C'est pas possible. C'est pas le marché. Mais si vous avez un marché comme quelques pays comme Bénin, le Togo, le marché 10 millions d'habitants. Oui, ici à Moscou, on a plus de jeunes.
que ça, oui, mais c'est pas sérieux, oui. On doit faire l'unification, oui. Sinon, c'est pas possible. C'est seulement les efforts collectifs. Si on construit quelques usines, si on construit quelques stations, etc., ça doit travailler pour les trois pays, pas pour un seul pays. Sinon, c'est pas sérieux. Sur le plan économique, une réalisation importante ces dernières années a été la croissance significative des exportations russes vers l'Afrique. Alors, selon le service fédéral des douanes de la Fédération de Russie, entre 2009 et 2019, les exportations ont pratiquement triplé, passant de 5,3 milliards de dollars à 17,5 milliards de dollars. Et on a de plus, entre 2014 et 2018, l'Afrique s'est avérée être la seule région du monde qui a enregistré une augmentation significative du volume des importations de produits russes de 8,1 milliards de dollars. En termes absolus, soit 86% en termes relatifs. Et puis, on a les exemples qui sont des exemples phares de la présence de la Russie. Ce sont des grands projets de très haute technologie, comme la centrale nucléaire que Rosatom est en train de construire actuellement en Égypte, chose que l'Occident n'a jamais fait, n'a jamais accepté de faire, justement, de donner la technologie pas nucléaire, mais d'autres mêmes technologies à d'autres pays du tiers-monde. Mais la Russie le fait. Et aussi, elle est la plus grande fournisseur d'armes. Alors, Monsieur Dekhterev, néanmoins, des spécialistes estiment que la fragmentation des actions et des initiatives russes et l'absence d'une stratégie ouvertement formulée et globale, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, à l'égard du continent, crée des restrictions à la fois sur le plan de la réputation et sur le plan économique. Êtes-vous d'accord avec cette analyse? Et si oui, comment la rectifier? Non, je suis pas d'accord parce que très souvent on dit que non, la Russie n'a pas de stratégie explicite en Afrique, quelque chose comme ça. Vous savez, la lutte anticoloniale ou anti-néocoloniale, et surtout dans le domaine économique, est une tâche extrêmement difficile. Pour dépasser des relations centre-périphériques, pour changer le modèle de système mondial économique, c'est très difficile. Je peux vous donner deux exemples. Thomas Sankara. Thomas Sankara, il est devenu le chef de Burkina. Et il a dit tout ce qu'il pensait. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a proposé beaucoup de choses qui sont vraiment très fortes. Par exemple, il a dit nous consommons ce que nous produisons ce que nous consommons, etc., etc. Donc, mais il a dit tout ce qu'il a pensé. Donc, il a été tué dans 4 ans, comme ça. Notamment 3 mois après son célèbre discours à l'Organisation de l'Union africaine sur la nécessité de ne pas rembourser la dette des pays africains. Oui. 3 mois après, il a été liquidé. Oui. Cela veut dire que si on dit, encore une fois, la lutte anticoloniale, c'est quelque chose vraiment pas facile. Oui. Si on dit ouvertement ce qu'on veut faire, on va faire ci, on va faire ça, etc. Oui, ça sera le cas. Mais puis, on a l'autre exemple, c'est Nyerere. Nyerere, il était beaucoup plus... Lumumba aussi. Lumumba, oui, 6 mois ou 8 mois comme ça, oui, et puis il a été tué, mais c'est pas... Oui. Mais l'autre modèle, c'est Julius Nyerere, il était au pouvoir pendant 20 ans. Et petit à petit, il a fait des choses phénoménales. Oui, en Tanzanie, vous savez, c'est par exemple, à mon avis, c'est un seul probablement pays en Afrique, oui, subsaharienne, qui a la langue nationale, oui, et identité nationale, oui, et toutes les identités ethniques sont en bas par rapport à l'identité nationale, oui. Eux, ils parlent Swahili, oui, eux, ils sont tanzaniens, ils ne sont plus quelques ethnies comme ça, oui. Mais il a fait des choses phénoménales. Il a agi par les pas qui sont lents,
mais sûr. Comme ça. Donc, c'est l'autre option. Et, donc, cela veut dire... mais, pour quelqu'un, ça peut être trop lentement, ce que Julius Nyerere a dit. Et, vous savez, c'était très intéressant en 1985, les journalistes occidentaux sont venus à Nyerere et ils ont lui demandé qu'est-ce qu'il a fait d'une manière... où est-ce qu'il a trompé? Parce qu'il voudrait dire que... Où est-ce qu'il s'est trompé? Oui, où est-ce qu'il s'est trompé? Il voudrait obtenir son... il voudrait qu'il dise que tous ces modèles Ujamaa, etc., c'était une erreur globale, etc., etc. Lui, elle a dit non. Tout ce que je fais, c'était presque tout était réussi. Oui. Non, pas réussi, mais ça était correct comme ça. Oui. Il y avait quelques petits fautes. Petites fautes. Par exemple, il a proposé de nationaliser l'industrie du cisaille. La production, oui. Ou il a proposé de nationaliser les coopératives. Il a dit qu'on n'a pas eu assez de personnel bien formé pour gérer ça d'une manière centralisée. Donc, ça, c'est une petite faute. Mais en général, oui, et qu'est-ce qu'il a fait? C'est toujours le modèle d'autosuffisance. Tout était vraiment efficace. D'accord. Alors, les relations économiques établies avec les pays BRICS ouvrent de nouvelles perspectives de développement pour l'Afrique. Mais elles entraînent aussi de nombreux risques, au moins de ce que dit la presse occidentale. Alors, l'Afrique bénéficie désormais d'importants investissements dans les industries d'extraction, les infrastructures et d'autres secteurs critiques de l'économie. Et parmi les risques, on peut s'inquiéter de la nature des échanges qui renforcent la dépendance des pays africains et créer une situation de rente des matières premières qui pourrait avoir un impact négatif sur leur croissance à long terme. C'est-à-dire rester dans le même modèle qui est extraction, exportation et puis consommation des devises sans qu'il y ait un développement réel. Donc, pour la majorité des experts économiques africains, l'Afrique a besoin d'un processus de diversification des économies, de leur transformation structurelle, afin de rompre leur dépendance envers les produits de la rente, notamment de l'exportation des matières premières. Alors, le meilleur moyen d'aider l'Afrique dans ce sens est le transfert du savoir scientifique et technologique et industriel. Que peut faire la Russie dans ce domaine? Mais vous avez tout à fait raison. Quand vous parlez de transfert du savoir scientifique technologique, c'est là où la Russie peut coopérer, oui. Mais pour cela, on doit avoir un État vraiment fort. Oui, l'État national doit être fort dans les pays africains. Ce qui s'est passé, si on parle de développement, donc d'abord, on appelle ça l'esprit de Bandung. L'esprit de Bandung, oui, a été fort de 60. C'est le Bandung, c'est le premier sommet des pays non alignés en 1955. Oui. Donc, de 55 jusqu'à 60, jusqu'à le début des années 80. Oui. Donc, quand l'esprit de Bandung était toujours là, on a fait les programmes d'industrialisation et de développement social très ambitieux dans les pays africains. Mais puis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une manipulation très intéressante. Donc, on a dit que on doit déplacer l'attention vers le développement de l'individu plutôt que vers le développement de choses. Donc, ce sont des choses qui vont ensemble. Oui, mais l'individu est au centre.
Mais ça, c'est magnifique quand l'individu est au centre, oui, mais cette transition a une reverse. Et désormais, les citoyens africains ne sont plus obligés de lier leur propre développement à celui de leur pays. Oui. Et en effet, la formule suivante est proposée. Oubliez votre patrie, intégrez le beau monde occidental et vous, personnellement, pour vous, tout ira bien. Ouais. C'est ça le modèle, oui. Donc, qui a provoqué une très grande hémorragie de fuite de cerveau. Fuite de cerveau, fuite de l'espoir aussi, oui. Donc, pour que le développement soit efficace, ça doit être tout d'abord développement national. Développement national, développement énergétique aussi. Vous avez parlé du secteur nucléaire, etc. Oui. En effet, ce qui va favoriser le développement industriel des pays africains, c'est tout d'abord le secteur énergétique. Les Occidentaux disent, par exemple, vous devez utiliser des énergies vertes. Pur, vert, etc. Donc, cela on va vous donner l'assistance et cela va augmenter votre production d'énergie par 3%. Ou par 4%. Mais ça, c'est rien, parce que pour la plupart des pays africains, ce qu'ils ont besoin, c'est pas 3%, mais 3 fois, 4 fois, oui, 10 fois, 20 fois, oui, la génération électrique doit augmenter de quelques fois, pas de pourcents. Mais ça, c'est aussi la manipulation. Et puis, il y avait une sorte de tabou pour ce que vous avez dit, pour construire des choses, des stations nucléaires, oui, dans les pays du Sud. On a dit non, c'est très dangereux à Bangladesh, en Égypte, etc. Non, jamais. Donc, c'était tabou. D'ailleurs, l'exemple de l'Égypte, oui. Le premier accord, il a été fait au début des années 80. Ça fait 40 ans depuis que elle a établi les premières prémices de sa politique nucléaire. Mais elle a été bloquée, je crois même dans les années 60, avec Nasser, si je me rappelle bien. Et ce n'est que maintenant que la Russie, et c'est la Russie qui l'aide à construire la première centrale nucléaire. C'est la même chose pour l'Iran, pour les autres pays du Sud. Donc, c'était vraiment tabou. Vous ne pouvez pas violer tabou. Et la Russie, c'est le pays qui viole cet tabou. Donc, parce que s'il n'y a pas de croissance de capacité électrique, il n'y a aucun développement réel, développement du secteur industriel. C'est ça. Clair. Oui. Et l'eau aussi. Oui. Alors, le 23 janvier, justement pour continuer dans ce sens, le géant nucléaire russe Rosatom a procédé au coulage de béton du 4e réacteur de la centrale nucléaire de Dhabaa sous le regard donc du président Abdel Fattah Sisi et de son homologue russe Vladimir Poutine, qui ont suivi l'événement en temps réel par visioconférence. Ce projet occupe une place centrale dans le partenariat stratégique entre les deux pays. On a la construction de la centrale de Dhabaa et le fruit d'un accord signé en 2015 avec Rosatom. Et la centrale comprend donc 4 réacteurs d'une puissance de 1,2 gigawatts chacun, soit une capacité totale de 4,8 gigawatts, soit 50%. Donc cette centrale, c'est pas rien, c'est 50% de la production électrique du pays. Et le président Poutine a indiqué que la centrale nucléaire de Dhabaa représente le projet le plus important entre l'Égypte et la Russie. Alors, Monsieur Dekhterev, au-delà de la production électrique, nécessaire évidemment pour le développement industriel du pays, le nucléaire civil peut-il être une locomotive de développement pour le reste de l'économie égyptienne, notamment dans les secteurs de la science et des hautes technologies spatiales? C'est le cas de l'Iran, par exemple. L'Iran aussi, il a été aidé par la Russie. Que dire à certains médias donc occidentaux qui voient d'un mauvais œil cette coopération avec la Russie et plus tard avec, certainement, on s'y attend tous,
avec les autres pays d'Ibris comme la Chine, l'Inde et l'Iran. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce que les pays africains ont besoin, ce sont des technologies. C'est le secteur de la science et des autres technologies. C'est tout d'abord, oui. Mais pourquoi ils ont besoin de ça? Pour bien utiliser des ressources locales. Quel type de ressources? De deux types. On parle des produits agricoles, mais des produits agricoles locaux. Et puis, pas du blé, par exemple, qui est importé, etc. Ouais. Mais c'est tout d'abord comme sorgho, maïs, etc. Oui, donc, Le cacao. Oui, le cacao, oui. Et on a besoin de l'équipement, les compétences de produire tout ça, de transformer tout ça en place. Et aussi l'équipement et les compétences pour transformer les produits miniers. C'est ce qu'il y a besoin tout d'abord pour les pays africains, et c'est où la Russie peut aider. Vous savez, actuellement, il y a beaucoup d'étudiants africains en Russie déjà, et c'est très bien. Mais il y a une chose, par exemple, il y a quelques étudiants dans la faculté de médecine, oui, ou dans la faculté agricole. Ce qu'il faut faire, que la 3e, 4e année, il doit élaborer les projets communs liés à leur pays d'origine. Oui, cela veut dire, c'est pas seulement comme en Moscou, oui, on a beaucoup de bonnes cliniques, tout ça, oui, mais ça doit être médecine, quelques problèmes de médecine tropicale. Ou par exemple la production comme on a dit, de sorgho, de maïs, etc. C'est pas seulement la production du blé qui est en Russie, mais donc on doit penser déjà à développer des cultures locales, à développer, oui, à résoudre les problèmes des pays africains, les étudiants africains qui sont en Russie, oui, ce que je pense, ce qu'on doit faire. 3e, 4e année, déjà commencer à penser comment est-ce que vous pouvez utiliser vos connaissances que vous avez obtenues en Russie pour aider vos pays d'origine. Denis Andreevitch, je vous remercie pour tous ces éclairages et ces analyses. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt.